Bonjour à tous, bienvenue donc dans les webinaires du cabinet CBA, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'expatriation fiscale, mais vue sous l'angle de ce qu'on appelle l'investisseur. Et l'investisseur dans le monde du fiscaliste, c'est celui qui a des placements financiers et bien souvent une holding avec des liquidités ou des sociétés françaises avec des liquidités. Donc, il faut, avant de rentrer dans une analyse comparative au niveau des pays, il faut bien pouvoir revenir un peu à la base de l'expatriation. D'abord, pourquoi on s'expatrie? Avant tout, nos clients s'expatrient parce qu'ils recherchent un cadre sécurisé. Et quand je dis sécurisé, c'est pas uniquement fiscalement. C'est extrêmement révélateur de constater que j'ai pas un client quand je pose la question des motivations, parce que c'est aussi important pour nous de comprendre. Les personnes viennent avec un regard en expliquant que ils ont besoin de sécurité qu'ils ne trouvent pas en France. En plus, souvent un climat agréable. Vous allez voir que c'est pas toujours lié aux destinations dont on va parler aujourd'hui. Et surtout, il rajoute un point, celle de la fiscalité plus avantageuse. Et la fiscalité plus avantageuse, on va la voir souvent sur l'angle du patrimoine, des dividendes, des plus-values et également des droits de succession. Donc c'est important de voir tous ces aspects-là parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une fiscalité sur ces sujets qui est extrêmement compliquée en France. Ce qui explique que beaucoup de personnes conservent leur liquidité dans des sociétés, holding ou pas, et que derrière, ça pose un problème aussi de succession, parce que quand on a une succession française avec une holding française, on a beau avoir des liquidités à l'intérieur, vos enfants, si rien n'a été prévu auparavant, hein, vont se retrouver à être dans l'obligation de distribuer des dividendes avec un taux aujourd'hui qui va franchement vers les 40%, et derrière repayer des droits de succession qui peuvent aller jusqu'à 45%. Alors les points importants lorsqu'on souhaite être résident, c'est qu'on va d'abord regarder la notion de résidence fiscale qu'on va trouver dans la Convention. La Convention, elle a un avantage, c'est qu'elle va déterminer des critères très précis et je m'évertue à dire à mes clients, et c'est souvent lors du premier appel, on m'explique, je suis chef d'entreprise ou je suis investisseur, j'ai une société française, je ne peux pas devenir résident fiscal étranger. Je leur dis, bah, il faut rentrer dans l'analyse de la résidence fiscale et très souvent, ou même quasiment toujours, on trouve un moyen de devenir résident fiscal étranger. Ce qu'on va aller chercher, c'est donc l'imposition dans le pays d'arrivée, avec l'impôt sur la fortune ou non. Vous verrez que c'est quand même peu fréquent de trouver un impôt sur la fortune et les conséquences successorales. Quand une personne cesse-t-elle d'être résidente fiscale française? Premièrement, on a la notion de foyer d'habitation permanent en France et à l'étranger qu'on va aller regarder. C'est souvent le premier critère. Foyer d'habitation permanent, c'est le fait de posséder ou d'habiter un bien pendant une durée permanente sur une année civile. Vous n'êtes pas obligatoirement propriétaire, vous pouvez être que locataire ou même occupant sans titre parce que vous pourriez être hébergé. Le deuxième critère qu'on va avoir, c'est celui du centre des intérêts économiques. Et là, on va avoir un sujet parce que il est souvent très majoritairement français, surtout lorsqu'on a une société française. Alors, si on détient ses actifs en direct, ça va être plutôt simple de les transférer. Si on les détient par un contrat d'assurance vie, c'est déjà un peu plus compliqué. Et si on les détient dans une société française, c'est encore plus compliqué. Donc, souvent, lorsqu'on va regarder la notion de résidence fiscale, on va avoir le choix de ne pas conserver, même l'obligation de ne pas conserver de foyer d'habitation permanent en France. Et puis, on va regarder si vous êtes majoritairement ou pas en France. Il est évident que si vous avez un foyer d'habitation en France, à l'étranger,
qu'en même temps, le centre de vos intérêts économiques est majoritairement français, vous serez résident fiscaux français, même en passant tout le temps que vous souhaitez à l'étranger. Donc, la résidence fiscale, c'est vraiment un certain nombre de critères. Il suffit pas de déménager pour dire je deviens résident fiscal étranger, il suffit pas de transférer son argent, c'est un peu plus complexe. Comment sont imposés les dividendes? Le principe, c'est qu'il faut aller voir les conventions fiscales. Alors, généralement, la France les impose avec une retenue à la source de 15%. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire d'une société française, cette société française qui distribue doit retenir 15% sur le montant de distribution et les transférer à l'administration fiscale française. Aujourd'hui, ce taux est de 12,8% facialement. 12,8 parce que dans la flat tax, l'impôt sur le revenu représente 12,8 et donc on prend le taux le plus bas, donc le taux interne, et on l'applique aux personnes qui bénéficient de la convention. Maintenant, en réalité, il n'est pas de 12,8 parce que si vous avez des montants importants de distribution et que vous avez la contribution sur les hauts revenus et ou la fameuse contribution qui nous intéresse, nous, ces derniers jours, la contribution différentielle sur les hauts revenus, vous allez voir que vous pouvez monter à 15, 16, 17, 18%. Si vous êtes non-résident, ça ne pourra jamais dépasser les 15%. Donc c'est important. Et puis, ce qu'on va aller regarder, c'est l'imposition dans l'état de résidence sous déduction d'un crédit d'impôt. Vous allez voir, comme je vais détailler une analyse par pays, vous comprendrez les grands systèmes que l'on retrouve dans les pays de l'OCDE. Et puis, point important qu'il y a lieu de souligner, l'exit tax. Comme on parle dans votre situation de placement financier ou de société, vous pourriez être contraint d'être soumis à l'exit tax. Euh, alors déjà, on va dédramatiser parce que j'ai beaucoup d'appels de personnes qui me disent, bon, je ne peux pas partir à cause de l'exit tax. Ça n'a jamais empêché quelqu'un de partir, l'exit tax. L'exit tax, c'est quoi? C'est une imposition sur les plus-values latentes des titres de société que vous possédez en considérant la date de départ de France. Donc vous avez des titres acquis à 100 euros, vous avez une valeur au jour où vous partez de 300 euros, on va déterminer une plus-value latente de 200 euros. Dans quel cas, si vous avez une société, que vous possédez une société soumise à l'IS et que vous avez au moins 50% du capital, automatiquement, vous serez dans l'exit tax. Si vous avez des détentions majoritaires, mais que la participation est supérieure à 800 000 euros, vous rentrez aussi dans l'exit tax. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a deux systèmes différents. Si les personnes partent en Europe ou partent dans un pays qui a signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts, typiquement le Maroc, Maurice, vous allez bénéficier d'un sursis automatique. Pourquoi sursis automatique? Parce que la France pourra en Europe, au regard des accords et puis dans les autres pays qui ont signé une convention en matière de recouvrement, aller chercher l'argent que vous n'auriez pas payé. Donc, il faudra faire une déclaration d'exit tax, mais elle sera à déposer en même temps que la déclaration de l'année de départ de France. Donc, vous partez en 2026, vous allez déposer la déclaration en 2027. Par contre, si vous partez sur une destination qui n'est ni européenne, ni dans un pays ayant signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts, là, il faudra déposer un dossier au moins 3 mois avant de partir et donner des garanties. Alors, les garanties, typiquement, ce qu'on donne bien souvent, c'est un nantissement sur des titres de société parce que ça ne bloque pas les distributions de dividendes. Et pourquoi l'exit tax est, entre guillemets, facilement contournable? Parce qu'aujourd'hui, les personnes ont principalement des holdings, donc on ne vend jamais des titres de holding. Et deuxième raison, c'est que les distributions de dividendes n'impactent pas l'exit tax. Donc, on va le voir, et c'est d'ailleurs un des grands sujets, si vous distribuez des dividendes à un taux zéro, euh,
ça va pas entraîner l'imposition de l'exit tax qui, elle, par définition, serait au moins à 34%. Donc, l'exit tax est un vrai sujet au regard de la problématique de l'investisseur qu'on arrive, je dirais même pas à contourner, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à appliquer les textes et sans qu'il y ait trop de difficultés. C'est pour ça que lorsque j'entends aujourd'hui qu'on parle d'amendement pour passer l'exit tax, qui est aujourd'hui de 2 ans ou 5 ans à 15 ans, ça peut d'intérêt. L'exit tax n'a jamais empêché quelqu'un de partir et on a très 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 peu de personnes qui payent en réalité l'exit tax. C'est plutôt un mécanisme extrêmement mal connu et on le voit, nous, hein, que ce soit des personnes qui sont investisseurs avec des sommes plutôt faibles ou même des dirigeants d'entreprises avec des grosses valorisations, personne ne comprend le mécanisme de l'exit tax. Donc, c'est important au préalable d'en parler parce que, au regard des sujets dont on parle aujourd'hui, vous êtes normalement, typiquement, concerné par ces éléments-là. Alors, sauf si effectivement vous vous trouvez dans la situation inférieure à 800 000 euros ou moins de 50% d'une société. Donc maintenant, on va passer à l'analyse des différents régimes. On va d'abord parler des régimes qui ont ce qu'on appelle une durée de vie illimitée. C'est-à-dire que les mécanismes dont on va parler sont ancrés dans la fiscalité des différents pays. À l'inverse, vous verrez, on a des régimes transitoires ou temporaires. Typiquement en Italie, on va en parler tout à l'heure. Alors, la première destination dont on va parler, ce sont les Émirats arabes unis et notamment Dubaï. Parce que c'est privilégié, mais on va dire que pourquoi c'est privilégié? Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur les pensions, la fortune, les plus-values, les dividendes, pas d'impôt sur les successions. Et on a même un taux de retenue à la source prévu par la France. Alors que je vous ai dit que tout à l'heure, il était de 15%, il est de 0. Donc vous pouvez vous dire, tiens, c'est la destination idéale. C'est pas aussi facile que ça et c'est même plutôt trompeur parce que, et nous, on a constamment des dossiers qui arrivent à cause de ça. Les personnes soit se sont faites mal accompagner, soit n'ont pas compris parce qu'elles ne se sont pas du tout faites accompagner par un spécialiste de l'expatriation fiscale. Il y a une disposition qu'on appelle celle de l'article 19.2 qui prévoit que, euh, en qualité d'ancien résident fiscal français, pour devenir résident fiscal d'Ubayotte, et se voir appliquer ces taux, il faut avoir des revenus de sources dubaïotes ou même de sources étrangères, hein. Par exemple, si vous avez des placements en Suisse, au Luxembourg, supérieurs à vos revenus de sources françaises. Et si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être imposé sur les dividendes à un taux de 12,8%. Donc oui, en facial, c'est parfait. Oui, sur la durée, vous aurez vraisemblablement, parce que le patrimoine va bouger, une situation où vous aurez des revenus de sources étrangères supérieurs à vos revenus de sources françaises. Néanmoins, ça peut être très compliqué les 2, 3 premières années et il y a toujours un risque d'avoir une imposition à 12,8. Et c'est alors nous, lorsque nos clients remplissent pas les conditions, on leur explique qu'il faut mieux marquer du 12,8 que faire l'objet d'un contrôle fiscal. Donc, excellent régime les Émirats arabes unis, mais par contre, grande problématique au regard de l'article 19.2. Puis on a l'île Maurice. Alors, l'île Maurice et Andorre, vous allez voir, ça se ressemble. À l'île Maurice, on a quelque chose d'extrêmement particulier. C'est qu'on a normalement une imposition à 0 lorsque vous êtes résident fiscal mauricien et que vous recevez des sommes de sociétés mauriciennes. Si les dividendes viennent de sociétés françaises, vous pourriez avoir une imposition entre 10 et 20%. Euh, Dans la mesure où vous avez une retenue à la source
en France de 12,8 qui, au maximum, peut être de 15, bien souvent, on aura une imposition de 15%, qui est quand même extrêmement intéressante si vous faites au regard de la situation actuelle française. Néanmoins, à Maurice, et on va voir, c'est le même cas à Andorre, on peut être amené à apporter les titres de sa structure française à une société mauricienne. Et là, dans ce cas-là, vous allez voir qu'entre les versements de dividendes de la société française à la mauricienne vont être taxés à 3%, et les dividendes qui vont sortir de de la structure mauricienne sortent à zéro. Donc il y a sur Maurice un vrai schéma fiscal et on retrouve à Andorre pour pouvoir sortir des sommes quasiment à zéro. Andorre, c'est effectivement encore plus poussé que Maurice. Alors c'est pas la même température, c'est pas le même cadre. Même si on a beaucoup de clients à Andorre, on a un dividende qui est taxé à 0% pour les sociétés étrangères à Andorre. Et alors, quand on dit il est taxé à zéro, souvenez-vous qu'auparavant, vous avez 12,8 en France, voire 15. Donc, ça vous donnerait un taux de 12,8, mais vous avez aussi un taux de zéro pour les sociétés andorranes. Donc, il peut se faire, et c'est pas automatique parce que moi, j'explique bien à mes clients qu'il faut regarder la structure de vos bilans quand vous avez des holdings, des sociétés civiles de participation. Il faut regarder bien la typologie de votre bilan pour voir si c'est intéressant. En amenant les titres de votre société française à une société andorrane, vous allez avoir entre la France et Andorre, entre les deux sociétés, une fiscalité à zéro. Et lorsque vous sortez l'argent en Andorre, vous aurez également une fiscalité à zéro. Donc c'est une situation extrêmement favorable. Autre destination intéressante, qui n'est pas un paradis fiscal, contrairement à l'île Maurice, Andorre, qui ont beaucoup d'autres dispositions intéressantes, c'est le Maroc. Pourquoi? Parce que sur les dividendes versés entre la France et le Maroc, vous allez avoir une fiscalité de zéro, donc pas de retenue à la source en France. Et au Maroc, vous avez pour l'instant une fiscalité de 15% qui est en train de passer à 10%. Donc, une fiscalité plutôt intéressante. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune au Maroc. Le seul sujet du Maroc, c'est qu'on n'amène jamais la totalité de son argent au Maroc parce qu'il y a un contrôle d'échange extrêmement sévère et extrêmement compliqué. Et donc, l'argent qui rentre au Maroc, pour qu'il ressorte du Maroc, ça peut être extrêmement difficile. Donc, on a toujours ce sujet-là de, d'avoir une problématique de ressortir l'argent. Euh, alors, je vais juste faire un petit point sur les questions. Non, sont plutôt générales, donc je vais plutôt terminer l'analyse des autres destinations avant d'aller sur des questions plus pratiques. On reste sur des destinations, on va dire, à durée illimitée, et on va parler de Malte. Alors, Malte est intéressante parce que c'est ce qu'on appelle un régime non-dom. Vous êtes imposé sur les dividendes uniquement si vous les rapatriez. Et si vous les rapatriez à Malte, vous allez avoir, selon les cas, entre 0 et 5% d'imposition. Vous n'avez pas l'obligation de rapatrier vos revenus. Alors après, il faut vraiment faire attention parce que dans ces pays-là, si, par exemple, vous avez votre argent, on va dire en Suisse ou au Luxembourg, et que vous disposez d'une carte bancaire sur ces comptes bancaires et donc que vous prélevez, on va considérer que ça vaut rapatriement. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser les fonds. Donc il y a quand même certaines clauses dispositions à respecter extrêmement importantes. Donc Malte fait partie des destinations en Europe. Et puis on va aller analyser les trois qui nous restent avec la fameuse Italie. Alors, on a un régime du forfait de 300 000 euros. Certains se diraient, mais je comprends pas, je pensais que c'était 200 000.
Oui, mais avec Madame Mélanie, on est passé de 100 000 à 200 000 et on passera en 2026 à 300 000 euros. Donc le régime du forfait, il peut être extrêmement intéressant, mais alors, pour avoir fait des calculs dans tous les sens, euh, il faut savoir que avant, donc quand vous distribuez de France, vous avez toujours votre 12,8 plus 300 000. Donc ce qui signifie que pour avoir une véritable économie, il faut quand même parler souvent de sommes en millions d'euros en termes de distribution. Donc c'est pas donné à tout le monde. À l'inverse, vous pourriez tout à fait aller en Italie sous le régime des impatriés. Le régime des impatriés va vous permettre, alors ça ne concerne pas les retraités, mais va vous permettre d'avoir un abattement de 50% sur les revenus. C'est assez intéressant. Et puis on a même le régime des retraités avec une imposition à 7%, mais il faut aller prendre sa retraite dans le sud de l'Italie et dans des villes de moins de 20 000 habitants, ce qui pose quelques difficultés bien souvent. Mais lorsqu'on sort du régime du forfait, il y a quelque chose qu'on doit absolument savoir, et ça s'apprend pas dans les livres, c'est que l'Italie ne respecte pas la convention fiscale entre la France et elle-même. Et même les tribunaux aujourd'hui n'ont pas condamné l'Italie. Ça veut dire que quand vous allez avoir 12,8%, on va vous rajouter derrière l'imposition italienne sans déduire le crédit d'impôt. Alors quand je parle à des correspondants italiens, qu'ils soient à Milan ou à Rome, ils nous disent, ben non, c'est comme ça, ils reconnaissent pas et les tribunaux leur donnent raison pour l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas sous le régime du forfait, en allant en Italie, vous allez quasiment payer ce que vous pourriez payer aujourd'hui en France. Donc attention à l'Italie, c'est extrêmement intéressant sur un autre aspect pour les droits de succession. Et donc on a des personnes qui n'y vont que pour les droits de succession qui sont quand même généralement entre 4 et 8% et donc beaucoup moins élevés qu'en France, mais c'est relativement facile parce qu'on est champion du monde. Donc il faut faire attention à la destination Italie. Les journalistes adorent parler de l'Italie. En pratique, les Français qui partent en Italie, et je le vois moi au sein de mon cabinet, il y en a un certain nombre qui ont changé de destination parce que on revient juste, on va dire, 2 ans en arrière, hein. Donc janvier 2024, on a un forfait à 100 000 qui est aujourd'hui à 300 000. Donc on a quand même une instabilité fiscale et la double imposition, on va dire, pour toutes les autres distributions hors forfait, donc pour les régimes même, une personne qui vit en Italie et qui a des revenus, des dividendes de source française, sont relativement importantes. Donc, bien regarder avant, mais de toute façon, c'est toujours ce que je dis à mes clients, c'est qu'avant d'aller sur une destination, d'abord, il faut être certain de pouvoir y vivre. Euh, L'Italie, même si c'est très proche en termes de vie, c'est pas la France. Donc, et les autres destinations, tout à fait de la même manière. Alors, on va terminer par la Grèce et Chypre. La Grèce a un système comparable à celui de l'Italie sur la même durée, 15 ans, où on va avoir un forfait à 100 000 euros qui concerne notamment les dividendes. Alors, il faut savoir que le régime de base en Italie, en Grèce, de toutes les manières, n'est pas élevé, puisque sur les dividendes, on a une imposition à 5%. Donc, si on se rappelle qu'on a une retenue à la source de 12,8, ça veut dire que votre taux global à la fin sera de 12,8, puisque par définition, le pays de résidence ne va pas vous rembourser ce sujet-là. Donc, on a aussi absence d'impôt sur la fortune en Italie et des droits de succession limités à 10% dans le cercle familial. Et on va terminer par Chypre. C'est un peu comme Malte, puisqu'on a un régime non-dom, ça veut dire que ça concerne les revenus qu'on va uniquement apporter, qu'on ne va pas apporter à Chypre. Donc on peut aller chercher une imposition à 0% à Chypre, absence d'impôt sur le revenu, aucun droit de succession ni de donation, et on a une durée
de ce mécanisme-là de 17 ans. Donc là, vous avez quand même on va dire, je vous ai détaillé un certain nombre de destinations les plus optimisantes, les plus courantes que l'on voit aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Nous, on a des demandes de départ dans tous les sens. Je crois qu'hier, on a traité le Panama, le Costa Rica et Hong Kong. Mais si on parle de destinations plutôt proches et plutôt habituelles des Français, là, vous avez toutes, toutes les destinations qui peuvent vous intéresser avec des compréhensions de mécanismes différents. Ce qui est très important, c'est de toujours euh, rentrer dans les détails. Nous, on récupère aussi un certain nombre de dossiers qui ont été vite faits, mal faits, où les clients se posent des questions et quand on leur dit bah, la réalité des choses, ils disent, ah, on m'avait pas expliqué ça de cette manière. Et notamment sur l'Italie, il y a quand même beaucoup de surprises.